Ouais, 8 heures c'est un peu compliqué pour tout le monde, je suis d'accord, mais bon, c'est malheureusement... Malheureusement c'est comme ça. Bon ok, donc là vous avez mon entrée micro, donc ça veut dire que le son doit être un peu plus agréable. Euh... Bah du coup on est parti, je sais pas trop combien vous êtes pour le moment, là vous êtes 7, bon bah au pire ça fera venir les derniers. Bah au final ça va être un peu la même approche qu'hier, c'est-à-dire que aujourd'hui je vais vous montrer un certain nombre de choses, je vais vous montrer un certain nombre d'éléments. Mais je vais peut-être faire un peu moins d'aspects théoriques et plus des cas pratiques, enfin des présentations de cas pratiques, des aspects techniques et implémentatifs spécifiques dont on va avoir besoin. Je vais aussi pas mal faire un rappel sur les fragments et qu'on vienne détailler un peu plus, en fait concrètement qu'on vienne détailler un peu ce qu'on a dit hier sur les fragments, qu'on vienne qu'on vienne regarder comment ça fonctionne, qu'on vienne regarder à quoi ça sert, parce que par rapport notamment à vos questions du coup d'hier, je pense que c'est encore un peu nébuleux dans la tête de certains, donc à mon sens ça coûte pas cher de refaire un passage. On parlera de la gestion de tout ce qui est permission. Parce que c'est super central en fait en Android, et même si c'est pas très compliqué à comprendre, c'est très très important de comprendre ce que c'est et à quoi ça sert. Et ensuite on parlera de l'étape d'après dans la construction de notre appli, qui est tout ce qui est gestion des calls API. Alors, d'abord, je voudrais commencer par un... Je voudrais d'abord commencer par un élément qu'on n'a pas forcément vu hier. Je me suis rendu compte que finalement j'avais pas forcément fait de passage dessus, même si en soi c'est pas quelque chose de très compliqué. La notion de boucle en Kotlin. Je pense que pendant les TP vous les avez vus, hein, les boucles, mais ça mange pas de pain de refaire un passage dessus. C'est assez simple, c'est que en Kotlin vous avez différents types de boucles. Et ça se rapproche beaucoup, alors pour ceux qui en ont fait, je sais pas si vous en avez déjà fait avant, mais ça se rapproche beaucoup de la gestion des boucles en Python. C'est-à-dire que, par exemple, en fait, il n'y a pas de boucle for. La boucle for, en vérité, se rapproche beaucoup plus de ce qu'on connaît comme étant un for each. C'est-à-dire qu'on va donner une liste d'éléments, et on va dire à une variable de parcourir cette liste d'éléments. Donc la liste d'éléments, ça peut être une range de valeurs. Ça peut être une range de valeurs sur laquelle on définit le pas, mais ça peut aussi être une liste de données, etc., etc., etc. L'idée à comprendre, c'est que vraiment en fait toutes les listes sont considérées comme toutes les boucles for en fait sont plus à voir comme des for each. Et voilà, et à partir de là, on construit son mécanisme d'itération, son mécanisme d'itération à partir de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que globalement, le langage aime pas, mais alors pas du tout, la modification de l'ensemble sur lequel vous bouclez dans la boucle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si je prends par exemple, si je prends cette boucle là, hop, je vais faire un peu de zoom. Si je prends cette boucle là, ici, l'ensemble map, donc vous aurez compris, hein, c'est pour chaque entrée dans l'ensemble qui est ici. L'ensemble map, je peux pas lui rajouter d'éléments je peux pas agir dessus en lui rajoutant ou en enlevant des éléments quand je suis dans ma boucle. Globalement, ça va créer un comportement qui va être inconstant, et donc c'est à éviter absolument. Voilà. Bon, c'est assez anecdotique, mais c'est utile à savoir parce que ça permet de vraiment comprendre comment le langage gère ses itérations. Et
la boucle while, qu'est-ce qu'on peut dire de la boucle while? Bah pas grand chose, hein. Je pense que vous la connaissez tous, vous savez comment elle marche. Voilà, c'est un while condition un peu plus standard, comme il y a en C, comme il y a en Java, comme il y a en C++, etc., etc. Pour le coup, la boucle while vraiment, elle fonctionne comme les différents while auxquels vous avez pu être habitué. Tiens, j'en profite aussi. Il y a deux éléments, il y a deux mots-clés assez centraux en Kotlin qui sont utiles à connaître, que je pense, au moins pour break, bon, je pense que break vous le connaissez déjà quand même, donc break on est d'accord, hein, ça casse une itération. Donc si dans une boucle je tombe sur break, bah je sors de la boucle, ça je pense que vous connaissiez tous. Le mot-clé continue par contre c'est un mot-clé qu'on voit un peu moins, c'est un mot-clé qui existe en Java, je sais pas si vous l'avez déjà abordé en Java ou pas. En fait ça permet, c'est littéralement l'opposé de break. Alors vous allez me dire, bah oui mais continue ça veut juste dire qu'on passe à l'instruction d'après, donc en fait ça sert à rien. Non, continue ça passe pas à l'instruction d'après, ça passe à l'itération de boucle d'après. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends ma classe et que j'ai une boucle qui ressemble à ça, donc on va avoir un if machin. On a des instructions ici. Ici on a un if continue. Et là on a d'autres instructions. Bah si à un moment donné, mon if qui est ici, il est vrai. Donc je vais mettre des noms à mes conditions. Si à un moment donné la condition B est vraie et que je tombe sur le continue, je vais pas exécuter les instructions qui sont là, et je vais directement recommencer l'itération d'après dans ma boucle. Continue, ça sert à ça. En fait, ça arrête l'itération courante pour passer à l'itération d'après. Donc voilà, à partir de là, donc à partir de while, for, continue et break, bah on peut avoir tous les modèles de classe, tous les modèles de boucle pardon qu'on veut. Je réfléchis à un élément auquel vous avez peut-être pas été habitué, c'est le développer en while true. Développer en while true, c'est un modèle de programmation qui est un peu particulier, qui se voit beaucoup dans ça se voit beaucoup dans certains modèles de programmation industrielle. Bon, je vous le montre honnêtement parce qu'il existe, mais en Android on s'en sert pas des masses. C'est un paradigme de programmation où en gros, à partir du moment où vous allez écrire une fonction, dedans vous allez systématiquement mettre un while true à l'intérieur, qui va contenir tout le code de votre fonction. Et donc vous allez me dire à quoi ça sert. Ben en fait c'est assez simple, c'est que dans les moments où vous allez rencontrer une condition, donc if condition A return valeur, ou je sais pas, if condition B break, ou éventuellement if condition C je sais pas, exit, etc., etc. Le principe, en fait, de développer en while true, c'est que vous définissez des conditions spécifiques, mais surtout des moments précis auxquels ces conditions sont évaluées. Et ce sont à ces moments précis que vous allez définir vos points de sortie de votre fonction. Ça permet quoi? Ça permet en fait d'être sûr que votre fil d'exécution il soit capturé dans votre fonction, et que tant que vos conditions sont pas vérifiés, vous êtes certain que votre fil d'exécution il sera bloqué là-dedans. En gros, ça permet, alors entre autres, ça permet de remplacer les crashs de fonctions par des boucles infinies, enfin certains crashs de fonctions par des boucles infinies, ce qui me permet en fait de maintenir une exécution dans un programme. Donc notamment pour des questions de stabilité, c'est très recherché. C'est pour ça que je vous disais que c'est notamment pas mal vu dans certains modèles de programmation industrielle. Parce que ça fait que voilà, tant que vous n'avez pas validé spécifiquement les conditions que vous avez définies, bah en fait votre fonction elle tourne toujours, vous n'avez pas votre fil d'exécution qui part on ne sait où, et vous vous mettez spécifiquement en attente de ces conditions là.
Voilà, faut savoir que ça existe, ça, voilà, ça arrive de tomber dessus de temps en temps. Donc c'est pour ça que je vous le montre. Ça s'appelle coder en while true. Évidemment, le trou là, ça peut être autre chose. Hein. L'idée, c'est simplement, ça doit être une condition qui est toujours vérifiée. Donc l'idée, ça peut être while true, ça peut être while 1 égale 1, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les mots-clés et les opérateurs en Kotlin? Ça c'est un listing des mots-clés. Ça c'est un listing des mots-clés standards. Alors, qu'est-ce qu'il y a qu'on connaisse pas? As, du coup, qui permet de traiter un élément comme un autre. Donc par exemple, on peut avoir un Toto. Donc on va retrouver ça. Je crois que j'ai un exemple dans mon code. Déjà. Est-ce que j'en ai un qui traîne? Non, j'en ai pas. Donc on va en fabriquer un. Donc mettons qu'on ait un élément de type string. Qui soit récupéré à partir de la valeur de retour d'une fonction getValue. Seulement, mettons que la fonction getValue, elle soit paramétrée comme ne renvoyant pas un string mais un int. Donc on va dire return 0. Là, vous voyez, de base, si je fais ça, il m'insulte en disant ma fonction renvoie du string, renvoie de l'int alors que j'attends du string, c'est pas bon. En gros, le mot-clé as, ça permet de convertir. Enfin, ça permet de convertir. Non, ça permet pas de convertir. Ça permet de caster en fait un type en un autre. Donc, hop, si on a un exemple ici. Ce qui va m'intéresser, est-ce qu'on a un exemple parlant? Return function cast. C'est la même page. Donc soit on peut faire un cast comme ça, soit on peut faire un cast avec as. Globalement c'est ça, ça me permet simplement de reconnaître un type comme étant un autre. C'est du cast assez standard. Méfiez-vous d'une chose importante, c'est que caster ça ne change pas le type d'un élément. Rappelez-vous, caster ça permet juste de prendre la main sur le compilateur pour le forcer à passer un type en un autre. En fait, plus spécifiquement, ça dit, là, ponctuellement, dans une opération précise, je veux que tel élément, elle est toujours enregistrée comme un int. Justement, ça ne change pas. La variable est enregistrée comme un string. Par contre, la fonction est toujours enregistrée comme renvoyant un int. C'est-à-dire que ça ne change pas les types définis. Ça dit juste au compilateur, ponctuellement, ta gueule, considère ça comme un int, je sais ce que je fais. Mais au runtime, le retour de getValue, ce sera toujours un int. Voilà. Donc ça fait que ça lui dit juste ponctuellement considère ça comme du string. Donc vraiment, c'est strictement équivalent à faire du cast. Sachant qu'on peut aussi avoir du cast comme ça, évidemment. Mais qui est beaucoup moins pratique. Et qui fonctionne pas dans tous les cas. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le as, c'est ce qu'on appelle faire du smart cast. Et ce qui permet de faire du typage à la volée. Enfin bref, tous les outils classiques qui découlent des opérations de casting. Break vous connaissez, class vous connaissez, continue, do, else, false, for, function, if vous connaissez, in qui a exactement le même rôle qu'en Python, donc vérifier qu'un élément est dans un autre, donc enfin qu'un élément est dans un ensemble.
Not in, bah, c'est exactement le même principe mais dans le sens inverse, c'est vérifier qu'un élément n'est pas dans un ensemble. Interface, bah, ça déclare une classe abstraite, enfin ça déclare une interface. Is, ça permet de vérifier le type d'un élément, donc par exemple on va pouvoir faire un if dodo is int, blabla. Hop. Ouais, je sais, je vous cueille un peu avec des bases, mais je me dis aussi que ça mange pas de pain de détailler un peu vraiment les syntaxes élémentaires. Puis bon, à 8h du matin, je pense que c'est un peu moins rude que de vous cueillir tout de suite avec de la construction et de l'archi. Donc le temps que tout le monde se mette en route. Hop. Pourquoi il râle, Jean-Mi? Voilà. Il râle parce que, comme on l'a défini en string juste au-dessus, fatalement, ça fonctionne pas. Mais voilà, ça permet de tester le type d'un élément. C'est juste que bah, si le type de l'élément il a été défini juste au-dessus, ouais, le langage va vous insulter en disant bah non, le type il est visible comme étant défini dans la même fonction, donc c'est évident que la condition sera jamais validée et que là je vais avoir du dead code. Object, qu'on utilise notamment dans le companion object, qui permet de déclarer à la fois une classe et une instance. Package, bon, package, return, super, tout ça c'est bon. S'il y en a que je détaille pas et sur lesquels vous voulez que je revienne, faut me demander. Hein. Throw qui sert dans la gestion des exceptions, try dans les try catch. Type alias, je crois que je l'ai jamais vu, ça doit permettre de faire de l'association de type. Oui, c'est ça. Ça permet de... Type alias, c'est assez fort, ça permet... Bah, voilà, vu le mot-clé, vous vous doutez d'à quoi ça sert. Ça permet, en gros, de créer des alias dans nos types. Donc, par exemple, je vais avoir un type alias int, donc égal, j'en sais rien, égal n'importe quoi, égal une classe... égale une classe autre, et en gros, ça va me permettre d'utiliser indifféremment ça ou ça. Pour le coup, c'est assez similaire au type def qu'on va trouver en C. C'est vraiment pour faire des assignations et des associations de type. Ça permet aussi de définir des types contextuels en fait. Par exemple, on va avoir un int générique, mais dans un cas de fonction particulière, on va vouloir que tous nos ints soient considérés en fait comme des int 32, ou alors que tous nos ints soient considérés comme des numériques, etc. Bref, ça permet de faire de l'alias de ce genre-là. Vraiment, c'est la même approche que typedef. By qui permettent de déporter la définition d'une interface, catch qui utilise un try-catch, constructeur qui déclare un constructeur, delegate qui permet de faire du protocole delegate, alors ça on le verra un peu plus tard. Ça, en gros, c'est très utilisé quand on veut faire notamment du multithreading. J'y reviendrai un peu plus tard dans le détail. Type dynamique, etc., etc. Bon, ça, on est sur des mots-clés un peu plus spécifiques qu'on viendra regarder dans le détail au fur et à mesure du temps. Ça, c'est tous les mots-clés de définition et d'association de propriétés à vos variables, donc tout ce qui va être variable abstraite, variable statique, const. Vous remarquez que Kotlin définit à la fois la notion de final et de const. Enum pour les énumérations, etc., 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 etc. Voilà au moins pour les éléments de base. Il y en a un certain nombre sur lesquels on reviendra plus tard. Qu'est-ce qui peut être vraiment intéressant? Non, on a beaucoup d'utilisations assez contextuelles, donc je vais pas forcément m'étendre sur tous ces mots-clés là pour le moment. On y reviendra éventuellement au fur et à mesure du temps. Alors, du point de vue opérateur,
qu'est-ce qu'on a comme opérateur intéressant? Bon, les opérateurs arithmétiques standards, l'opérateur d'assignement, évidemment. Les opérateurs d'assignation complexe, enfin c'est les plus et donc c'est A égale A plus B, etc. Les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation, les opérateurs logiques, les opérateurs de comparaison, le triple égal et le not double égal qui sont des comparaisons de type, c'est pour le coup pour ceux d'entre vous qui ont fait du PHP, c'est assez similaire. Ça permet de comparer deux éléments à la fois par leur valeur et par leur type. Ben oui, parce que moi je vous montre comment faire du Kotlin typé, mais je vous rappelle qu'on est sur un langage à typage faible, c'est-à-dire que j'ai le droit d'écrire ça. Ça, c'est tout à fait acceptable. Enfin, c'est tout à fait acceptable. Disons que le langage le permet, après, si vous le faites, vous êtes des nazis. Mais c'est possible. Et du coup, dans la mesure où c'est possible, bah, ça veut dire que là, basiquement, le typage de Dodo, il est implicite. Et donc, bah, on a un opérateur pour tester à la fois l'égalité et la compatibilité de type entre deux éléments. Et bah, cet opérateur, c'est triple égal. Donc, si j'ai if Dodo égale Titi, ça veut dire que si les deux éléments ont la même valeur et le même type, la condition sera validée. Et sinon, bah si on a une incompatibilité de type, la condition ne sera pas validée. Donc ça permet de tester à la fois la valeur et le type. Les opérateurs de comparaison qu'on vous connaissez, l'opérateur d'indexation pour accéder aux différents éléments dans un tableau, vérifier qu'une expression n'est pas nulle. Donc, en fait, voilà, je pense que ça parle pour lui-même. Hop. Ça permet de vérifier qu'un élément n'est pas nul. Donc, voilà, en gros, c'est si je fais ça, c'est équivalent à écrire if b égale nul. Return nul, else L égale B. En gros, ça permet de définir une condition qui va vérifier si B est nul ou pas. Ça permet de faire du contrôle d'erreur, notamment. Vous remarquerez que tout est fait pour éviter les null pointer exception, puisqu'on avait déjà l'opérateur point d'interrogation qui servait à ça. Pourquoi? Parce que le null pointer exception, c'est une erreur de base, qui est souvent une erreur de conception de développement, enfin une erreur de développement, et l'objectif c'est entre autres de garantir la stabilité du programme quand on rencontre ce type d'exception là. C'est-à-dire que tout est fait pour que le programme continue à tourner, même s'il rencontre une exception. Tourner en mode dégradé bien entendu, mais tourner quand même. Ouais, ça va, c'est utile ce que je fais parce que je me rends pas compte d'à quel point je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes. C'est un peu ça qui est terrible pour le coup sur le cours en ligne, c'est que j'ai pas trop vos retours sur la pertinence de ce que je suis en train de vous donner. Donc du coup, point d'interrogation, point... Cool. Point d'interrogation, point... Hop. Pareil, ça va être pour vérifier si oui ou non un élément est vide ou pas. Ouais, bah oui, en fait, c'est ça, l'idée, c'est vraiment passer là-dessus. Ça, l'opérateur Elvis. Alors, hop, on va virer ça. Juste pour revenir en arrière. Ouais, je commence à avoir beaucoup d'onglets, c'est assez terrible. Je viens d'avoir un brain lag, je suis désolé. Donc ça, c'est un peu l'équivalent de l'opérateur ternaire, c'est-à-dire que c'est
On vérifie si oui ou non une valeur est nulle. Si elle est nulle, on prend ça. En gros, écrire ça. Ça équivaut à dire if b égale nul, b égale abc. Quoi dire de plus là-dessus Ouais, on peut le voir comme ça. En gros, si on recompare, à notre valeur, est-ce que string serait équivalent à toString? Ah, ça fait pas la même chose, parce que toString, ça convertit vraiment en string, par contre. ToString, ça convertit vraiment en string, c'est-à-dire qu'on prend un objet et on en fait une conversion vers une valeur sous forme de chaîne de caractères. C'est pas un cast, c'est pas juste une modification de la reconnaissance du type, c'est vraiment un changement de type quand on fait du toString. J'arrive sur la question d'après. Donc ça, voilà, ça, le fait d'écrire ça, c'est, ça peut se remplacer par, je vais y arriver. C'est assez terrible. J'ai des lags de cerveau. C'est. En gros, ce qu'on dit, c'est si ça c'est nul, alors on renvoie la valeur 1. Voilà. Donc ça permet. Donc en fait, ça, une fois que c'est ça, on peut écrire ça. On peut écrire while int égale. Et dire hop, on récupère ça. En gros, ça va tester si B2, donc B à la limite dans un premier cas, on n'a même pas besoin de vérifier qu'il est nul ou pas. Ça va vérifier si ça c'est nul, et si ça c'est nul, ça renverra la valeur 1. Si ça c'est pas nul, pardon, ça renverra la valeur 1. Donc non, il n'y a pas d'opérateur ternaire standard en Kotlin pour vous répondre. Même si, en fait, la combinaison de ces deux opérateurs-là, indirectement, peut faire de l'opérateur ternaire. Mais il n'y a pas d'opérateur ternaire par défaut en Kotlin. Ça, c'est l'équivalent en PHP, donc c'est une référence statique à une classe. Ça, c'est l'opérateur, voilà, bon, celui-là on l'a déjà vu. Ça, c'est l'opérateur pour créer une plage de valeurs. Donc, c'est... Bon, pour ceux qui connaissent le Python, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Donc ça fait pour i allant de 1 à 10. Voilà, bah, c'est l'opérateur de création d'une plage. Ça, c'est l'opérateur de création d'une... Enfin, j'ai tendance à dire lambda expression, même si c'est pas vraiment une lambda expression. C'est l'opérateur de création d'une micro-fonction qui permet d'associer à une condition un comportement, enfin une série d'instructions. Hop, je vais avoir un exemple. L'exemple typique, on l'a tous, hein, c'est l'exemple qu'on a dans la main activity. Là, vous voyez, c'est j'ai un switch qui s'est créé avec when, et en gros, ce que je suis en train de dire, c'est si j'ai cette valeur-là, bah, je lui associe le comportement qui est ici. C'est aussi très utilisé pour définir tout ce qui est inline functions. Inline functions, au final, c'est pour ça que j'appelle ça des lambda, parce qu'en fait, c'est des fonctions qui, à une série d'arguments d'entrée précis, fait correspondre à un comportement. C'est pour ceux qui ont vu les lambda expressions en Java, ça permet de faire de la programmation fonctionnelle. En gros, c'est on écrit des fonctions, donc des blocs d'instructions, à partir d'une série d'arguments d'entrée précis et finis. Et en gros, c'est une manière plus rapide d'écrire certaines fonctions. Mais c'est une manière plus rapide d'écrire certaines fonctions, mais il faut que ces fonctions obéissent à certaines conditions, à savoir, elles doivent avoir une valeur de retour, elles doivent avoir une valeur de retour qui est typée tout le temps de la même manière, elles doivent dépendre d'un certain nombre de paramètres d'entrée fixes et précis. Voilà, globalement, à quoi ça sert une lambda expression. Donc c'est une manière plus rapide d'écrire une fonction.
Le hat a exactement la même utilisation qu'en Java, donc ça permet de créer des références et des annotations. Le point virgule existe en Kotlin, c'est juste qu'il est implicite. Mais je veux dire, c'est syntaxiquement correct d'écrire ça. C'est juste que le point virgule est implicite en Kotlin et que quand on sait développer correctement, de toute façon, on saute une ligne à la fin de chaque instruction. Hein. Je pense que... Enfin, j'ose espérer qu'il n'y en a aucun parmi vous qui a tendance à faire plusieurs instructions sur la même ligne, genre ça. Voilà, si vous le faites, c'est pas grave, hein, mais c'est juste que voilà, ça nous renvoie aux heures les plus sombres de l'histoire. Voilà, bon, vous le faites pas, je pense que vous avez jamais vu personne qui développait comme ça. Déjà parce que plus personne ne développe comme ça de nos jours, à mettre plusieurs instructions sur la même ligne, enfin c'est rarissime. Mais il faut savoir que c'est possible de mettre plusieurs instructions sur la même ligne. Et originellement, le point virgule, en fait, il est revenu à son rôle premier, c'est que originalement le point virgule, ça permettait de séparer des instructions. C'est juste que aujourd'hui, il y a plein de langages, où en fait la séparation d'instructions, elle est faite naturellement par les sauts de ligne. Donc du coup, c'est vrai que les points virgules ont pu devenir optionnels dans certains langages, par exemple le Python. Je suis pas trop de l'école des gens qui disent qu'il faut se passer des points-virgules. Moi je trouve que c'est pas mal comme instruction, enfin comme opérateur, parce que ça, au moment où vous écrivez un virgule, même si c'est pas forcément très conscient, vous avez aussi le principe d'acter que vous venez de finir une ligne, donc ça déclenche aussi une relecture dans votre processus mental, et je trouve que c'est pas déconnant. Maintenant, bon, le saut de ligne peut faire ça aussi, donc c'est un peu chacun son école. Dollar qui permet de référencer des variables dans des strings. Ça permet notamment de faire des prints. Ça permet de faire des prints, donc en fait, c'est simple, ça veut dire j'affiche la valeur de i dans la chaîne de caractères. Voilà. Je peux évidemment aller chercher soit une variable, mais je peux aussi aller chercher un objet en disant, voilà, j'ouvre une accolade et je vais chercher l'objet point sa propriété. Donc ça permet dans les strings d'afficher, de récupérer les différents attributs et différentes valeurs et de pouvoir les afficher directement. Ça crée un stream en fait de chaîne de caractères, plutôt que de devoir faire de la concaténation à l'arrache comme un gros babouin. C'est-à-dire que si j'écris ça, var int égale 0, je peux totalement écrire i de point plus i, c'est syntaxiquement autorisé, mais je peux aussi écrire ça, i de point $i. Ça écrira strictement la même chose à la fin, c'est juste une autre manière de concevoir mes chaînes. Là c'est vraiment, je concatène plusieurs éléments, avec éventuellement les problèmes de conversion de type que ça peut proposer, alors que l'avantage de faire ça, c'est que naturellement, la valeur qui est ici, elle sera convertie en toString en fait. Alors que là, par défaut, dans ma chaîne, i ne change pas de type, donc ça veut dire que si je veux un changement de type, je suis obligé de faire un i.toString, ce qui peut avoir un certain nombre de conséquences. Alors que là, naturellement, le dollar fait un toString sur ma valeur. C'est ça ce que ça change. Voilà, globalement... Ah oui, et ça, c'est la variable anonyme. Mettons que... bon, pareil, elle existe en Python, donc je pense que la plupart d'entre vous la connaissent. Mettons que vous ayez une boucle... comme ça, mais que dans votre boucle, vous ne vous serviez jamais de i. Que i, dans votre boucle, il serve juste de compteur, mais vous ne vous en servez jamais. Dans ce cas, vous n'êtes pas obligé de faire i, vous pouvez faire ça. Voilà, c'est tout. Ça permet de créer une variable anonyme qui permet, en gros, ça fait que vous n'aurez pas à vous en servir et ça ne définit pas une variable dont vous n'allez pas vous servir. Donc en termes de lisibilité de code, c'est pratique. Voilà globalement sur les opérateurs.
standard et sur les mots-clés les plus fréquents. Voilà ce que j'avais à vous montrer. Alors, on continue dans notre histoire et on va venir voir les fragments. Donc les fragments, on en a parlé ensemble. Le principe d'un fragment, une fois pour toutes, c'est une sous-activity. C'est-à-dire que, imaginons que vous ayez un écran ici. Hop, je vais reprendre mon layout. Hop, tac. Ça, c'est mon écran. Le truc, c'est que on est d'accord que là, dans mon écran, il y a un champ de texte, un bouton et deux text view. Il se peut que cette partie-là, que ce fait d'afficher un écran, un champ de texte et deux text view, il se peut que je veuille le faire dans plusieurs activités différentes. Que j'ai besoin dans mon application d'avoir plusieurs écrans qui affichent un template graphique similaire. En fait, qui affichent les mêmes objets. Le problème, c'est que par défaut, bah, ça voudrait dire, si j'ai deux activités qui font la même chose, ou qui ont des comportements similaires, bah, ça voudrait dire qu'il faut que je... Voilà. Bah, qu'il faut que je recopie le code d'une activité à une autre. Et ben les fragments, ça sert exactement à ça. Ça sert à dire, ben voilà, toute la partie là, tous mes objets graphiques, je vais les définir dans un fragment. Donc en l'occurrence, moi dans mon cas, c'est le fragment main. Oh Jean-Mi, tu me charges mon code ou... Dans mon cas, c'est le fragment main. Vous voyez, donc qui contient mes objets. Là, il contient une liste de sélection, il contient tout ça. Mais en fait, l'avantage de faire ça, c'est que ensuite, bah, dans mon main, tout ce que j'ai à faire, c'est appeler mon fragment. Ici. Et l'avantage, bah, c'est que mon fragment, il est lié à une classe à part, mais je vais pouvoir le répéter et le reproduire dans différentes activités. Autrement dit, cet aspect-là, ou ça peut être aussi une sous-série de widgets, je vais pouvoir le recopier dans plusieurs activités, dans plusieurs écrans. Ça me permet d'avoir des séries de widgets ou des séries de blocs qui vont être communs d'un écran à l'autre. Par exemple, je définis des boutons, j'en sais rien, annuler et valider, que je veux mettre un peu partout, bah, je vais les mettre dans un fragment et reproduire ce fragment n'importe où. Le gros intérêt de ça, bah, c'est de ne pas avoir besoin de recoder à chaque fois le contenu de mon activity. Mon activity, elle ne va qu'intégrer mon fragment, et c'est tout. Évidemment, je peux découper une activity en plusieurs fragments, et à partir de là, bah, je vais compiler et combiner les fragments différemment pour composer l'activity qui m'intéresse. C'est-à-dire que l'activity, c'est l'écran qui est affiché à la fin, et les fragments, ce sont les sous-parties qui le composent. Voilà comment ça fonctionne par défaut. Globalement, quand on est en Kotlin, bah, hop, si je vais voir le code qui est ici, donc il est là. Vous remarquez que dans le onCreate de ma fonction, il appelle un layout qui est le layout par défaut. Donc là, ça veut dire qu'il charge le XML qui correspond à ActivityMain. Vous remarquez aussi au passage qu'il a une deuxième fonction qui charge le layout du menu. Parce que, bah oui, si vous vous souvenez, hop, si je démarre mon simulateur, ici, on est d'accord que j'ai une toolbar et un menu. Bah ça, ah oui, on va peut-être virer le code, qui pue, parce que sinon il va jamais compiler et ça va être relou. Hop. Unresolved reference A. Allez, c'est ton moment, Jean-Mi. Voilà. Donc là, on est d'accord qu'il a une barre, une toolbar en haut avec un menu dedans. Ça, c'est défini dans mon activity dans un layout spécifique qui est chargé dans mon activity.
De la même manière, donc ça c'est le comportement qui se passe quand je clique sur les différents éléments de mon menu. Mais globalement, vous remarquez que par défaut, dans mon activity main, enfin là, j'ai pas de chargement de mon fragment. Par contre, si je vais voir dans le layout ici, je vais le mettre en grand écran parce que sinon c'est un peu nul. Vous remarquez que dans mon activity main, ici j'ai un layout. Ce layout, hop, il se retrouve là. Et dans mon layout qui est dans mon main, j'ai mon fragment. Autrement dit, ça veut dire aussi que l'intégration d'un fragment à une activity peut se faire en pur XML. Tout ce que j'ai besoin de faire côté Java, c'est charger... par contre, si je vous montre la bonne classe, c'est mieux. Tout ce que j'ai besoin de faire côté Java, c'est charger le layout global de mon activity main. Et après, tout le reste des inclusions se fait dans le XML. C'est comme ça que codait Hitler, certes. Le truc, c'est que ça me permet de faire quoi? Ça me permet ensuite d'ici de spécifier comment est structuré mon appli ou comment est structuré mon écran en appelant les fragments qui m'intéressent. Ça, c'est la base du truc. C'est bien comprendre que les fragments, ce sont en fait des ensembles d'éléments graphiques, ce sont des ensembles d'objets qu'on va poser dans des activities. Donc une activity n'est jamais que la composition de plusieurs fragments. Je pourrais totalement, et c'est totalement possible, prendre le XML qui est là, qui est le XML de mon fragment, et venir le remplacer ici. Et on parlerait plus de fragments. Oui, enfin, il faudrait fusionner cette balise-là et celle qui est au-dessus, parce que c'est les mêmes, mais ça, on s'en fout. On parlerait plus de fragments en faisant ça. Là, j'aurais juste mes widgets graphiques qui sont définis à la régulière dans mon activity. Fin. Et ça marcherait pareil. C'est juste que, en passant par les fragments, je rends le code qui est là-dedans, je rends le code qui est ici, réutilisable et reproductible d'une activity à une autre. Ça, c'est le premier point. C'est la notion de le composant de mon fragment, il peut être présent dans plusieurs activities à la fois, et donc ça, c'est très central et ça va m'intéresser. Le deuxième point, et pour vous montrer le deuxième point, on va créer un nouveau projet. Qu'on va appeler myFragmentExample. Le truc, c'est que... Hop, on le laisse mouliner, voilà. Vous remarquez que, par défaut, quand je crée une activity avec mon appli, hop, je vais la tester sur mon simulateur. Hop, il charge juste le Gradle, il arrive. Allez Jean-Mi, c'est ton moment. Tu peux y arriver. Ah, comme c'est le premier run... Non, j'appelle Jean-Mi tout et n'importe quoi. Si vous étiez face à moi, en cours, j'appelle la moitié des étudiants Jean-Mi. C'est aussi le nom par défaut dont je me sers, pour quand j'ai besoin d'un exemple de quelqu'un ou de quoi que ce soit. Vous voyez ça comme un tic de langage. Non, ma distrib c'est Debian, on se respecte, s'il vous plaît. Donc voilà. Pour recouper, voilà mon simulateur avec mon super fragment qui poutre. Le truc, c'est que si on regarde, donc là, si je fais Next, oh, ça affiche un autre bouton. Et si je fais Previous, oh, ça affiche un autre bouton. Mon Dieu, tout ceci est futuriste. Ouh, Axors.
Such Developer, Sugoi. Bref. Ok, le fonctionnement de base est élémentaire. Alors du coup, pourquoi je vous parle de ça et qu'est-ce que ça a à voir avec les fragments? Et ben en fait le truc c'est que par défaut, la structure d'une activity, de l'activity qu'on crée dans Android, donc vous avez un layout de base, qui est celui-là. Dans ce layout, vous avez un content main. Et dans ce content main, vous avez un fragment. Jusque-là, ça va. Sauf que le fragment qui est ici, ce n'est pas un des deux fragments qui est défini, c'est-à-dire en fait, c'est pas un des deux fragments qui soit celui-là ou celui-là, c'est un fragment de navigation. Vous voyez, Navost fragment, Navost fragment. Ça veut dire que ça me permet de naviguer. Autrement dit, en fait, si je vais voir dans le détail du graphe de navigation de mon fragment, vous remarquez qu'en fait, ça crée des transitions entre mes deux écrans. En fait, par défaut, ce que Android vous crée quand vous créez une activity, c'est une activity séparée en deux fragments, et les deux fragments qui ont une transition entre eux qui permet d'afficher l'un ou l'autre. À savoir, ben là, si je clique sur Preview, ça m'affiche le premier, si je clique sur Next, ça m'affiche le deuxième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, mes différents fragments, là, ils sont pas affichés en même temps dans la même activity, ils sont affichés en parallèle, et en gros, grâce à une transition, je passe de l'un à l'autre, c'est-à-dire que j'ai une seule et unique activity qui me permet d'afficher différents fragments. Et ensuite, via mon fragment de navigation, j'ai créé un storyboard entre mes différents fragments. Bon, là, évidemment, j'en ai que 2, mais on pourrait envisager qu'il y en ait 40, et qui va me permettre de faire tout le déroulé de mon application à partir de ça. Autrement dit, de la même manière que je peux faire en sorte que une activité unique soit découpée en plusieurs petits fragments affichés en même temps, je peux aussi faire en sorte qu'une activité unique soit en fait une succession de fragments entre lesquels j'ai mis des transitions. Ça veut dire que je peux totalement envisager qu'une application, ce soit une seule activity et plein de fragments qui soient liés entre eux. Ou à l'inverse, que ce soit plein d'activités liées entre elles, chaque activity ne contenant qu'un seul fragment. Ça, c'est à moi de voir. C'est à moi de voir en fonction de comment je construis mon appli. L'avantage des activities, c'est que ça fait un découpage très clair. Une activity, il faut vraiment la concevoir comme une scène. C'est-à-dire une zone de votre application dans laquelle vous avez un certain nombre d'outils avec des objectifs fonctionnels précis, et où tous les écrans, tous les outils, tous les objets affichés correspondent au même objectif fonctionnel. Et si je change d'activity, je change d'objectif fonctionnel. À l'inverse, donc là, alors je sais plus quel truc il y a par défaut, les messages ça doit se faire. Là par exemple, on a une activity par défaut qui est d'afficher la liste des messages, et tout ce qui va concourir à afficher la liste des messages va permettre de va être dans cette première activity, et ensuite Start Chat qui m'ouvre un deuxième élément où là je vais pouvoir envoyer des messages et ainsi de suite. Donc les activities c'est ça, faut les concevoir comme des scènes qui permettent de réaliser un objectif fonctionnel précis. A l'inverse, les fragments, ce sont des sous-parties d'une scène, ou autrement dit, des sous-facettes, qui permettent de réaliser une partie, seulement, d'un objectif fonctionnel plus grand. Voilà la distinction entre les deux. Donc, à la question quand est-ce qu'on met plutôt une nouvelle activity, ou quand est-ce qu'on met plutôt un nouveau fragment dans une même activity, en fait, ça dépend complètement de comment vous concevez votre application. Ça dépend complètement de comment vous voyez les choses. Il faut vraiment voir les activities comme des contextes fonctionnels précis, là où les fragments, ce sont vraiment des éléments d'affichage spécifiques. Maintenant, c'est à vous de savoir jouer avec ça. Quoi dire de plus sur les fragments et sur leur intégration? En fait, pas grand-chose. Hein, voilà, l'inclusion... ça, on peut le virer. L'inclusion, elle se fait directement depuis le XML. Vous remarquez au passage que, par exemple, moi, là, dans mon appli, j'ai viré à chaque fois le deuxième fragment que Android crée par défaut, parce que j'en avais pas besoin. J'ai viré toutes les navbars.
Et j'ai fait en sorte que mes activities soient limitées à un fragment unique, parce que dans ma conception de l'appli, je trouve que ça se prête très bien à faire en sorte que j'ai un fragment par activity, que des fragments uniques, et ensuite les activities communiquent entre elles. Mais ça, c'est ma vision des choses. J'aurais aussi pu faire une activity unique composée en plein de fragments. Voilà qui boucle les fragments. Ensuite, les permissions. Les permissions, c'est quelque chose d'à la fois extrêmement simple et extrêmement central. Ben, le principe est simple, c'est que quand on développe une application, Android, je pense que vous l'avez tous vu, cette application, elle peut avoir besoin d'un certain nombre de droits. Globalement, les droits, c'est ce qui permet de faire interagir une application avec l'extérieur. L'extérieur, c'est quoi? Ça peut être une connexion réseau, ça peut être une connexion à un périphérique, ça peut être une connexion à la mémoire, ça peut être le droit de communiquer avec certaines autres applications, ça peut être le droit de passer des appels, donc ce qui revient au final à une communication avec le téléphone. Bref, il y a tout un tas d'autorisations comme ça qu'on peut vouloir définir quand on développe... une appli, et qu'on va vouloir définir. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de fonctions de l'API Android qui nécessitent de faire une demande de permission. Le truc, c'est que vous l'avez probablement déjà vu quand vous installez une appli. Alors, je sais pas si j'ai un Play Store sur le simulateur. Est-ce que j'ai un Play Store? J'ai pas les yeux en face de trou, c'est assez terrible. Par défaut, il y en a pas. Par défaut, il y en a pas. Mais quand vous installez une application, on est d'accord que vous avez un listing des permissions que ça demande. Hop, si je regarde... je vais vous montrer sur mon propre téléphone. Hop, j'en sais rien, je vais prendre Snapchat. Donc là, ça c'est le... Bon, oui, ça sert à rien de vous le montrer sur téléphone, mais enfin je pense vraiment que vous avez déjà vu ce truc-là. C'est à chaque fois que vous allez installer une application depuis le store ou depuis n'importe où ailleurs, on est d'accord que ça va vous demander et ça va vous annoncer les permissions dont un programme a besoin. Sans ces permissions, l'utilisateur ne peut pas être informé de ce dont le programme a besoin, et donc bah, si par exemple vous avez besoin d'accéder à la mémoire et que vous n'avez pas demandé la permission, votre programme est bloqué. Le principe à bien comprendre de la part d'une permission, c'est que ça veut dire demande explicite à l'utilisateur de pouvoir faire une action. Vous ne pouvez pas outrepasser le système de permission, tout du moins si on considère que celui-ci n'a pas de faille, puisqu'on n'est pas trop là pour discuter des problématiques de failles dans les permissions Android. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas forcément été voir, ma spécialité c'est pas du tout le développement Android, c'est la sécu. Et la gestion des permissions Android, ça fait partie des sujets sur lesquels j'ai bossé pendant un temps, parce qu'en fait il y a certaines failles de gestion de permissions, parfois l'API de gestion des permissions est pas parfaite, enfin bref. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Le truc c'est que donc, cette déclaration des permissions dont on a besoin dans un code, dans une appli, elle va être faite de deux manières. La première, et avant tout le listing des permissions dont je vais avoir besoin, ça va être déclaré dans le manifeste. Vous vous souvenez quand je vous disais que le manifeste c'est un fichier qui est rempli quasi automatiquement et qu'il ne faut pas le toucher? Ben, l'édition des permissions, c'est un des cas, c'est un des rares cas où vous pouvez avoir besoin de déclarer la permission manuellement dans le manifeste. Même si y a des solutions pour qu'il le fasse tout seul. Le principe est simple, c'est que vous rajoutez un tag useThisPermission et vous donnez la permission dont vous avez besoin. C'est tout. Par défaut, c'est tout.
Là, par exemple, ma fonction, elle a besoin, mon appli, pardon, elle a besoin de deux choses. Elle a besoin d'accéder à l'état réseau, et elle a besoin d'accéder à Internet. Fin. Ça ne vous donne pas la permission. Méfiez-vous. Ça déclare juste que votre application en a besoin. Donc ça veut dire que quand l'utilisateur va venir installer l'application, il va être informé que ces permissions-là lui seront demandées. Et jusqu'à Android 4.4, c'était tout. C'est-à-dire que quand on avait besoin d'une permission, on la déclarait dans le manifeste. L'utilisateur, comme quand il téléchargeait une application, il validait le manifeste, bah, ça voulait dire qu'il validait les permissions, point barre. Ça, faire comme ça, je voudrais pas dire, mais ça rappelle des dictateurs avec des moustaches. Hein? On se comprend. Pourquoi? Bah en fait c'est assez simple. Pourquoi on peut pas se contenter du manifeste? C'est tout bête, c'est que je pense que, tout du moins ceux parmi vous qui sont sous Android depuis longtemps, vous avez dû déjà voir des applications toutes bêtes, genre je télécharge une application de bloc-notes, elle a besoin d'accéder à mes contacts, d'accéder à ma mémoire, d'accéder à Internet, d'accéder au réseau, mon numéro de sécurité sociale, mon compte bancaire et une radio de mon rectum. Pour un bloc-notes. Ça, cette raison-là, elle est très simple. C'est qu'en fait, dans les batteries, dans les entreprises de développement d'appli, pour des questions notamment de performance et de gain de temps, bah, on décidait en fait d'un panel de permissions dont on avait besoin, et on appliquait ce panel dans toutes les applis qu'on développait. Qu'on ait besoin effectivement de la permission ou pas, on s'en foutait. On déclarait une grande quantité de permissions, on mettait cette grande quantité de permissions dans le manifeste, et terminé. Comme de toute façon l'utilisateur au téléchargement, il y en a très peu qui regardaient, qui contrôlaient effectivement les permissions demandées, bah en fait ça permettait d'être sûr d'avoir plein de permissions, et donc de pas avoir besoin de se poser la question et de s'inquiéter sur le est-ce que je vais avoir les droits pour faire ce que je veux ou pas. Je vous laisse imaginer les failles de sécu monstrueuses que ça peut représenter. Du coup, à partir d'Android 4.4, on a arrêté de faire comme ça. Donc ça veut pas dire que... Donc les permissions sont toujours déclarées dans le manifeste, mais pour autant, on a un élément en plus. Cet élément en plus, c'est que dans les moments où je vais avoir besoin d'une permission spécifique, je vais avoir besoin de faire ce qu'on appelle un call API à l'API de gestion des permissions. Donc je vais prendre ce code-là, et on va essayer de le comprendre ensemble. Il est tout simple, mais c'est très important de comprendre à quoi il sert. À chaque fois que... Donc je vais avoir un certain nombre de fonctions dans mon appli, dans mon SDK, et ces fonctions-là vont m'imposer certaines permissions. Par exemple, ça peut être, voilà, accès au calendrier, ça peut être... alors, est-ce que je l'ai là? Ça peut être accéder à Internet, etc. Là, c'est un peu particulier parce que je passe par une librairie, donc elle gère les permissions à ma place, mais ça peut être accéder à Internet, ça peut être... Bref, à chaque fois que je vais avoir besoin d'une permission spécifique, la fonction qui a besoin de cette permission va me le dire. Elle va me dire, j'ai besoin de write calendar, j'ai besoin des droits pour passer un appel, j'ai besoin d'accéder au texto, etc., etc., etc. Et du coup, je vais devoir, avant, donc là, je vais... donc là, on va dire que, voilà, j'ai ma fonction qui appelle Internet. Je vous recommande chaudement d'aller jeter un œil à cette vidéo de l'agent Scully qui appelle Internet. Vraiment, ça vieillit jamais. C'est de toute beauté. Bref, on s'en fout. Donc, avant d'appeler Internet, je vais avoir un contrôle de ma permission, où je vais dire, ok, donc dans le contexte courant, je vais regarder si oui ou non, dans cette activity, j'ai accès à cette permission. Et si jamais la permission n'est pas donnée,
et ben à ce moment-là, je vais faire un request permissions. Request permission, c'est quoi? Bah en gros ça va afficher une pop-up à l'utilisateur qui dit est-ce que oui ou non tu donnes la permission de ça à l'application. Je pense que vous en avez tous vu des pop-up comme ça, parce qu'il y en a des dizaines à chaque fois qu'on installe une appli, et c'est normal, et même si ça vous paraît chiant, c'est indispensable que ces pop-up existent. Et c'est tout bête, c'est vraiment, si j'ai pas la permission, je la demande. C'est tout. Et à partir de ce moment-là, soit l'utilisateur... Hop, je récupère tout ce code-là. Soit l'utilisateur accepte la permission, et bah du coup on peut continuer le code, soit l'utilisateur n'accepte pas la permission, et à ce moment-là, bah, on va rentrer dans un mode dégradé, où bah, soit on va bloquer la fonctionnalité, soit on va afficher un message à l'utilisateur disant bah, sans cette permission-là, je peux pas fonctionner, etc. Et après, l'utilisateur, lui, il est libre de dire ok, bah, je donne la permission, ou alors je désinstalle l'appli. Mais c'est l'utilisateur qui possède la décision finale d'accorder cette permission ou pas au moment où vous en avez besoin. Et ça, c'est vraiment central en termes de modèle de développement, et c'est quelque chose qui n'est vrai que depuis, voilà, alors je crois que c'est Android, je sais plus si c'est Android 5 ou Android 4.4. Voilà comment fonctionne ce mécanisme de gestion des permissions. Vous remarquez au passage que, voilà, ce que ça dit aussi, c'est que l'affichage de la pop-up à l'utilisateur, c'est quelque chose qui se fait en asynchrone. Ça veut dire que votre application peut continuer à tourner, même s'il n'a pas encore répondu. Ça fait que l'exécution de votre appli n'est pas suspendue à la validation de l'utilisateur. Par contre, la permission l'est. Hop, si je vire les commentaires par défaut, simplement pour condenser le code. Donc soit la permission est pas granted et à ce moment-là on la demande, soit elle est granted et auquel cas bah, là on va avoir notre fonction de j'appelle internet. Voilà comment ça marche. Cette gestion-là des permissions, c'est vraiment quelque chose d'assez central parce que oui, la rediff du live sera disponible. Oui, elle sera disponible, mais elle sera disponible sur YouTube. Toutes les rediffs de tous les cours seront disponibles directement sur YouTube. Enfin, cherchez mon pseudo sur YouTube, vous allez tomber sur moi, et vous aurez accès à toute la rediff. Pour des questions de simplicité de gestion, je mets pas les rediffs et sur Twitch et sur YouTube, parce que c'est rapidement la purge à gérer. Sachant que tous mes cours, même les cours pas diffusés sur Twitch, sont sur YouTube, donc ça me permet de les avoir tous au même endroit. Donc cette gestion-là des permissions, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Bah pas grand-chose, c'est juste comprendre que on déclare dans le manifeste les permissions dont on a besoin, et ensuite, au moment spécifique où on en a besoin, en plus, on fait un call API qui demande la permission dont on a besoin. Hop, des permissions, il y en a des cartons. Mais vraiment, voilà, il y en a des cartons. Ça, ce sont toutes les permissions de base. Honnêtement, la plupart ont un nommage relativement clair. Hop, on va aller directement sur le site officiel des développeurs Android parce que pour le coup, l'API est vraiment bien faite pour ça. Hop, donc là, tac, on s'en floue. Allez, Jean-Mi, je te demande une information, tu me la donnes, s'il te plaît. Bon bah très bien, on va pas aller sur le site du développeur Android. On va se contenter de ça, ce sera très bien. Donc, de base, il y a toutes les permissions de base qui ont un nommage en général relativement clair.
Voilà, accéder au réseau, accéder aux informations de géoloc, accéder à la gestion des notifs, accéder au Wi-Fi, accéder au Bluetooth, accéder au Bluetooth pour faire de l'appairage, voilà, désactiver certains outils de protection, enfin de gestion de mots de passe par le clavier, les mots de passe, l'accès à Internet, la gestion comment dire, des paramètres audio, etc., etc., etc. À la question comment je sais si une fonction a besoin d'une permission ou pas, bah c'est simple. Dans le SDK, si vous appelez une fonction qui a besoin d'une permission, elle va vous le dire. Elle va vous le dire et le compilateur vous le dira. Voilà, changer le wallpaper, changer les options de synchro des contacts, tout ce que vous voulez. Ensuite, il y a tout un tas de permissions supplémentaires qui sont spécifiquement liées au service système. En gros, il y a un certain nombre de services, donc de démons dans le système qui sont liés à des permissions précises. Donc ça peut être, en gros, c'est la plupart des paramètres de fond, donc que ce soit la gestion de l'affichage, des paramètres d'accessibilité, du son, du MIDI, du NFC, du tout ce que vous voulez, etc., etc., etc. Et enfin, et surtout, il y a les permissions critiques. Les permissions critiques, c'est quoi? Les permissions critiques, ce sont les permissions sur lesquelles... alors, c'est pas forcément les permissions qui sont jugées... Enfin, qui sont effectivement véhiculent les plus grosses failles. Par contre, ce sont les permissions qui, statistiquement, sont le plus souvent utilisées pour créer des failles ou des problèmes de droit. En fait, c'est vraiment une approche statistique qui dit, bah voilà, jusqu'ici, les applications qui utilisaient des droits de manière malveillante, voici les droits qui étaient demandés. Et ça, c'est les permissions les plus récurrentes, et ce sont aussi les permissions les plus classiques, c'est-à-dire celles que vous aurez le plus besoin d'utiliser. Honnêtement, Internet est là, c'est très discutable comme choix. C'est clairement du dangerous permission aussi, mais bref. Voilà, donc c'est... en fait, concrètement, les permissions vraiment dangereuses, c'est les permissions d'accès aux outils, aux applications et aux services qui touchent directement aux données personnelles, en fait. Donc c'est tout ce qui est gestion de l'agenda, de la caméra, des contacts, des comptes, tout ce qui est enregistrement audio, tout ce qui est gestion des appels. Vous remarquerez qu'il y a des droits différents selon si on veut passer un appel ou répondre à un appel, tout ce qui est gestion du répondeur, les capteurs qui sont liés au téléphone, parce que rappelez-vous que votre téléphone peut aussi être connecté par exemple à votre montre ou à votre pacemaker, ou enfin c'est votre pacemaker, pas votre pacemaker, mais votre mesureur de fréquence cardiaque quand vous courez, etc., etc., etc. Donc tout ça c'est géré par des permissions spécifiques. Quand on fait du développement d'appli de base, il y a quelques permissions à gérer. Par contre, dès qu'on commence à faire par exemple de l'IoT, donc du pilotage de capteurs et d'objets depuis le téléphone, les permissions c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être très 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 attentif. Je vous recommande chaudement, il y a eu tout un tas d'études qui ont été menées sur l'utilisation et les dangers potentiels des permissions sous Android. Je vous recommande chaudement d'aller jeter un œil sur ce sujet-là, même si ça sort un peu du contexte du pur développement d'appli. C'est vraiment assez instructif de voir justement... de voir justement comment c'est géré et comment on contre les problèmes de surutilisation ou d'utilisation malveillante des permissions déclarées à une appli. Oui, parce que même en faisant des calls API à la main, dans la mesure, si vous voulez, c'est le même principe que pour la gestion des cookies, quoi. C'est que dans la mesure où il y a des utilisateurs qui font OK à chaque fois qu'on leur demande un droit et qui réfléchissent pas à est-ce que c'est normal ou pas, bah oui, ça fait que ça supprime pas entièrement les applis malveillantes. Après, ça sert à rien de mettre ça sur le dos des utilisateurs, mais ça veut dire que les calls API n'ont pas résolu tout. C'est une solution de protection comme parmi d'autres, mais ça résout pas tout. Toujours est-il que voilà, sur la gestion des permissions sur Android et sur les utilisations malveillantes qui peuvent en être faites, il y a des cartons
il y a des cartons de documentation sur le sujet, il y a des cartons de publications scientifiques, et voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil, puisque c'est vraiment instructif. Là, voilà pour ça. Voilà pour ça, voilà pour les aspects API. Voilà pour les aspects permission, pardon. Maintenant, je voudrais voir les aspects API, justement. Alors, petit rappel. Petit rappel de ce que c'est qu'une API. On en a parlé lors d'une vidéo précédente, on en a parlé lors du premier cours en fait. Le principe c'est que... imaginez, donc vous vous souvenez, le principe c'est qu'on a une base de données qui est distante. À cette base de données, on veut que notre application accède. Le problème, c'est que par défaut, déjà, techniquement, les drivers de connexion à une base de données distante sous Android, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. Il n'y en a pas des standards. Ça veut dire que vous ne pouvez pas juste faire une connexion à Oracle, à MySQL, à tout ce que vous voulez, uniquement avec des drivers internes. Ça ne fonctionne pas. Ça marche pas comme ça. Le principe, c'est que vous allez donc définir au-dessus de votre application, au-dessus de votre base de données, ici une interface. Et en fait, ce que va faire votre application, c'est qu'elle va venir interroger cette interface, et l'interface va lui répondre en allant taper à sa place dans la base de données. Le truc, c'est que vous, ce que vous interrogez, c'est l'interface. Mais surtout, la grosse différence, c'est que... comment dire ? Surtout, la grosse différence, c'est que dans l'API, vous définissez spécifiquement les fonctions, les informations, les droits et les types de requêtes que l'application peut réaliser. C'est-à-dire que si un élément n'est pas défini dans l'API, même s'il existe dans la base de données, ou même si l'opération est possible dans la base de données, si elle n'est pas rendue possible par l'API, bah, votre application ne pourra pas le faire. Autrement dit, ça fait que le gros avantage, c'est que comme le développeur de l'API, c'est vous, sous-entendu le propriétaire de la base de données, bah ça fait que vous avez une maîtrise parfaite de ce qui est possible et pas possible en termes d'accès extérieur. Alors que la base de données elle-même, bah si vous l'ouvrez à l'extérieur, même en gérant les droits, potentiellement vous ouvrez tout. L'API, ça spécifie les données auxquelles vous pouvez accéder. Maintenant, l'API, ça peut être développé en plein de trucs, ça peut être développé en PHP, ça peut être développé en JavaScript, ça peut être développé en Java, enfin ça peut être développé dans tous les langages que vous voulez. Et globalement, au lieu de renvoyer des données brutes sous format requête SQL, il y a un certain nombre de formats standardisés pour échanger de l'information entre des services et des applications. Il y en a plein, des formats comme ça, mais les deux plus connus que vous connaissez déjà, je pense, ce sont le XML et le JSON. Ce sont donc des formats de fichiers. Quand je dis interface, ça comprend des web services complètement. Un web service, c'est complètement un exemple d'interface. C'est même pire que ça, c'est que web service, c'est un cas particulier d'API, en fait. Le truc, c'est que donc les deux formats les plus connus pour modéliser des données, ce sont donc le XML et le JSON. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment les plus standards. Il y a différentes écoles, il y a plein de gens qui vous vendront que le JSON c'est plus mieux et que ça va gagner la vie. Il y a tout autant de gens qui vous vendront que le XML c'est plus mieux et que ça va gagner la vie. C'est à peu près aussi stérile que les débats Windows Linux ou Chrome Firefox. Voilà, stop. Même si à la fin c'est XML qui gagne, bien entendu.
Bon, plus sérieusement, donc voilà, donc ces formats-là, le principe c'est que vous allez vous connecter à, ça peut être des URL, ça peut être donc soit des URL, donc ça veut dire de la connexion HTTP, ça peut être de la connexion TCP autre, ça peut être n'importe quel type de protocole réseau. En général, le plus standard, c'est quand même du HTTP, au moins par défaut. Et vous allez venir interroger une interface distante qui va vous donner des informations qu'elle contient. Dans le cas de notre convertisseur, hop, où est-ce que je l'ai foutu? Là, mais je l'ai plus sous la main. Hop. Ça, c'est le site de la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, qui possède une API XML mise à jour une fois par jour et qui possède, qui possède les taux de conversion des monnaies, tout du moins des plus grandes monnaies du monde. Il y en a d'autres, hein, des monnaies, mais celle-là, c'est vraiment les monnaies majeures, qui possède la mise à jour une fois par jour des taux de conversion des monnaies majeures, mise à jour en fonction de sa base de données. C'est-à-dire que le fichier que j'ai là en XML, il tape directement dans la base de données de la BCE, qui, je pense qu'en termes d'information et d'actualité financière, ça va, il se débrouille. Et donc, ce fichier XML-là, qui est totalement accessible via Internet, vous l'aurez remarqué en HTTP, enfin en HTTPS, il me donne pour chaque monnaie le taux de conversion. Pour info, évidemment, il n'y a pas l'euro, puisque l'euro, c'est dans leur cas, c'est considéré comme la monnaie de référence, donc le taux sera toujours à 1. Ça fait que moi, j'ai pas besoin de m'inquiéter de comment gérer l'information qui est là-dedans. Moi, je m'en fous, je suis pas la BCE. Ma finalité, c'est pas de savoir si demain, le dollar, il sera à 1,08 ou à 2,12. Je m'en cogne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer l'information pour pouvoir l'utiliser dans mon appli de conversion. Donc, ça, c'est assez typique d'une API, c'est assez typique d'une API en XML. Et ben, je vais demander à mon application de se connecter à ça. Et une fois que mon application va s'être connectée à ça, ben en fait, ça va me permettre de récupérer les informations et donc d'avoir des taux de conversion qui sont plus en statique dans mon code, mais qui sont en dynamique, calculés et remis à jour automatiquement. Si je reprends, hop, si je reprends mon simulateur et que je le teste, alors là il s'est pas mis à jour, c'est dommage. Autant sur téléphone ça fonctionne, autant sur simulateur il patauge un peu dans la semoule. Globalement, l'idée c'est que je vais me retrouver à avoir ici la liste des monnaies qui m'intéressent. Là j'ignore pourquoi il me le charge pas, parce que ça fonctionne très bien sur téléphone. Ou alors c'est qu'il a pas dû filer... C'est qu'il a pas dû filer l'accès à Internet... Bah pourtant si. Bon, je regarderai pourquoi. Mais en gros, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir... Je vous file l'exemple sur téléphone. Hop. Voilà. Hop, sur téléphone, ici. J'attends de voir s'il arrive... Vous voyez, alors c'est pas forcément trivial, mais en gros j'ai la liste des monnaies qui est affichée dans ma liste de sélection. Donc ça veut dire que là, la liste des monnaies qui est affichée sur mon appli, c'est la liste des monnaies qui a été chargée dynamiquement en fonction de ce qu'il a été cherché sur l'API distante. Bah, c'est exactement ce qu'on va apprendre à faire. Le truc, c'est que en Kotlin, il n'y a plus, contrairement à ce qui était vrai avant en Java standard, il n'y a plus de solution institutionnalisée dans le SDK pour faire du call API. Et notamment pour faire du call API HTTP. Ça veut pas dire que c'est pas possible, ça veut juste dire qu'il faut passer par des librairies extérieures. Et
Et ça, bah voilà, on va venir voir comment ça marche. Alors je sais pas à quel point ça va nous tenir sur cette vidéo là, ou à quel point il faudra qu'on termine sur le cours d'après. On verra. Alors, il y a plusieurs librairies pour faire ce que je vais vous montrer. Moi je me suis basé sur une librairie qui s'appelle Fuel. Fuel c'est quoi? Donc c'est la librairie qui va me permettre de faire mes calls API. Mais du coup, ça vous ne l'aviez pas vu. Mais en fait, il y a un élément à rajouter à notre plan, qui est la description des fichiers Gradle. Et on va commencer par s'attarder là-dessus, avant de descendre dans le détail de fonctionnement des API. Si vous regardez votre app, vous remarquez que vous avez tous les fichiers de votre application, et qu'en dessous vous avez des éléments qui s'appellent Gradle Script. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait du Gradle, je pense que vous n'étiez pas perdus, mais à mon avis, pour la plupart d'entre vous, ces éléments-là étaient plutôt nouveaux. Qu'est-ce que c'est Gradle? Gradle, c'est un outil de gestion d'environnement de compilation et de gestion de dépendance automatisée. Autrement dit, c'est un outil à qui vous allez donner les détails de paramétrage de votre application, donc les numéros de version, la liste des librairies dont elle est dépendante, les règles de compilation spécifiques, les règles de déploiement, bref, vous allez lui donner tout un tas de règles de configuration. Et lui, à partir de là, il va venir vous garantir que, quoi qu'il arrive, au moment où vous voudrez installer votre appli, il maintiendra les dépendances à jour, il maintiendra les librairies à jour, il appliquera les règles de compilation que vous lui avez données, etc., etc., etc. Gradle est assez connu parce que très utilisé dans le monde d'Android, mais un autre outil très similaire que je pense vous avez peut-être vu en entreprise, c'est évidemment Maven. Qui est une alternative pour faire à peu près la même chose. Moi je me base sur Gradle, d'abord parce que c'est l'outil de configuration par défaut sous Android, et ensuite parce que dans notre cas, il fonctionne très bien, et il s'apprête très bien à ce qu'on veut faire. Mais on pourrait le faire sous Maven, et il y a d'autres alternatives encore, mais je veux dire, ce que je vous montre avec Gradle, on pourrait le faire avec Maven, parce que dans l'absolu, le fait de configurer notre appli avec Gradle n'est pas c'est pas une composante intrinsèque de notre code. C'est vraiment un élément qu'on vient rajouter après. Et donc du coup, dans Gradle, j'ai un certain nombre d'outils et j'ai un certain nombre de fichiers de config. Et je vais venir descendre un peu sur ces fichiers de config là. Donc on va les ouvrir un par un. Et je vais commencer par le dernier. Donc Local Properties. Local Properties, comme son nom l'indique, c'est un fichier qui est automatiquement généré par Android Studio, donc on n'a pas besoin d'y toucher, et par défaut, il contient l'allocation du SDK. Voilà. Ça, c'est les règles d'inclusion, donc où est... Excusez-moi, mon téléphone me harcèle, donc je vais juste couper les notifications. Donc, le nom de mon application, enfin le nom du projet et le nom du dossier principal à intégrer. Donc, vous voyez, jusque-là, en termes de syntaxe et en termes de contenu, c'est quand même gérable. On n'est pas sur des fichiers ultra complets. Ensuite, Gradle.properties, donc le troisième en partant de la fin, là on commence à rentrer un peu dans le dur. Ce sont les outils de configuration de votre IDE et ce sont en fait les outils de compilation. Là-dedans, on va avoir tous les outils, toutes les options propres à la configuration de la virtual machine, parfois propres à la configuration du garbage collector, certaines activations, par exemple quand on veut faire de l'accélération matérielle, tous les outils qui sont vraiment proprement liés à la gestion de la machine virtuelle et à la gestion de l'environnement Android lui-même. ProGuard, je sais même plus à quoi il sert, je vous avoue.
je m'en sers tellement jamais. Pour le coup, ProGuard, je m'en sers vraiment jamais. Ah oui, ça permet de faire de l'obfuscation, et ça permet de faire entre autres de la protection de code source. Vous voyez, pour le coup, je m'en suis vraiment pas servi. Mais oui, voilà, ça permet de faire tout ce qui veut. Obfuscation, c'est rendre votre code illisible, en gros. Donc c'est tout un tas de règles de protection de code source, de protection de l'appli, de rendre le bytecode plus difficile à décompiler, etc., etc., etc. Ensuite, Gradle Wrapper, ce sont les outils de configuration de Gradle lui-même. Donc en gros, le dossier d'installation de base de Gradle, le numéro de version, où est-ce qu'il est installé, etc. Et ensuite, et là on rentre dans ce qui va nous intéresser, les deux fichiers de configuration principaux de mon projet, qui sont build Gradle et build Gradle app. Je commence par build Gradle, donc le premier. Build Gradle, il permet de décrire des règles de compilation. Autrement dit, c'est assez similaire à un makefile en fait. C'est un peu le makefile à la sauce Android. Donc où on lui dit, voilà, où est-ce que j'ai besoin d'aller chercher certaines dépendances, quelle est la version de Kotlin que j'utilise, etc., etc. Est-ce que j'ai des règles pour virer les fichiers temporaires générés à la compilation? Voilà. Et certaines dépendances spécifiques, en fait, 2 dépendances uniquement, à savoir la version de Kotlin, ici, et la version de Gradle. Et enfin, le build Gradle app. Et le build Gradle app, c'est celui dans lequel on va le plus avoir tendance à taper. Le build Gradle app, c'est toutes les options de configuration de votre appli en elle-même. À savoir, la version de compilation, la version minimale de compilation, c'est-à-dire qu'on est d'accord que si vous développez une application pour Android 6, vous pouvez vouloir faire en sorte qu'elle soit rétrocompatible jusqu'à Android 2. Ça, c'est la version minimale de rétrocompatibilité. Évidemment, plus vous reculez dans le temps, moins vous avez de fonctionnalités accessibles. Et ça, votre compilateur, il est capable de le prendre en compte, il est capable de vous le dire. Donc évidemment, l'idée, la difficulté, c'est de dire comment réussir à trouver ou à faire des fonctions qui soient le plus rétrocompatibles possible, sans se passer de fonctionnalités. Ça, c'est la version de votre application. Ça, c'est la version cible de compilation. Ça, c'est l'outil utilisé pour faire tout ce qui va être test unitaire. Ça, ce sont les règles de configuration et de démarrage de ProGuard. Ça, c'est la version de Java. Ça, c'est la version de la JVM. Ça, et ça, c'est ce qui va nous intéresser, ce sont toutes les dépendances. Dès lors que j'ai besoin d'une dépendance spécifique liée à mon projet, je vais la rajouter là-dedans. Et ensuite, quand je vais relancer, en fait, je vais venir resynchroniser mon Gradle avec mon appli. Au moment où je vais recompiler, il va resynchroniser. Si besoin, la resynchronisation, elle est là. Ici, là, en haut à droite, vous pouvez lui dire de resynchroniser. Vous voyez, quand je fais ça, il lance un Gradle build. Là, il a fait un parsing de tout ce qu'il y avait dans ces scripts de config, et à partir du parsing de ce qu'il y avait dans ces scripts de config, il est venu rajouter des dépendances rajouter des dépendances et reprendre en compte mes règles dans le projet. Donc, dès lors que je veux rajouter une dépendance, je la mets là-dedans, et notamment, dans mon cas, vous voyez que ici, j'ai rajouté, ici, là, j'ai rajouté 4 dépendances qui sont les 4 librairies nécessaires pour installer et launcher Fuel dans mon projet. Ça, je le spécifie dans Gradle, et c'est ce qui me permet ensuite dans mon projet de faire appel à ça.
ça, l'appel à la librairie Fuel ici, il n'est rendu possible que parce que j'ai déclaré à Gradle que ma dépendance, que j'avais une dépendance sur la librairie Fuel. Voilà à quoi ça me sert. Que dire de plus sur ce script-là? Globalement, alors, évidemment tous les fichiers sont utiles à connaître, mais c'est vraiment le build Gradle app dans lequel vous allez modifier le plus de choses, au moins au début, parce que c'est vraiment là qu'il y a toutes les informations génériques sur les versions de compilo et sur les dépendances. Hop. Comment on rajoute une dépendance dans Gradle? Alors, bah c'est simple, soit on va spécifier des éléments qui sont liés au test, soit on va spécifier des éléments qui sont liés à des librairies nécessaires, avec... On donne le mot-clé implementation. Vous remarquez que la première, ce qu'on lui dit, c'est, on lui dit, bah voilà, dans l'ensemble des fichiers auxquels tu as accès, tu prends le dossier, à chaque fois tu vas chercher le dossier libs et tu récupères tous les points jar que tu trouves. Évidemment, Gradle, par défaut, il est synchro avec des URL de téléchargement, comme un packager. Et ce packager, ben voilà, vous lui spécifiez les éléments. Donc en fait, vous lui spécifiez à chaque fois la librairie que vous voulez et la version. Si vous ne lui spécifiez pas de version, il va chercher la version par défaut. Quoi dire de plus là-dessus? Voilà, on peut créer des groupes d'implémentation pour aller chercher plusieurs librairies d'un coup. On peut spécifier des éléments qu'on veut juste qu'on a juste besoin d'aller compiler ou qu'on a juste besoin d'exécuter, etc., etc., etc. On peut aussi dans Gradle spécifier certaines règles de contrôle du code source pour faire du limit checking. Voilà. Voilà comment ça marche. Tout ça, ça se configure. Tout ce qui est test, compilation, dépendance, tout ça, c'est géré directement dans Gradle. En général, le principe, c'est que 99% de la config, on l'a fait au début du projet, voire même on laisse la config par défaut dans un premier temps. Et éventuellement, ben voilà, on aura besoin de descendre dans le détail de ces fichiers-là, ponctuellement, pour ajouter une dépendance, pour modifier une règle de compilo, etc., etc., etc. Voilà comment ça marche. Alors, je pense que pour ce matin, ça fait déjà beaucoup. Je pense que là, pour ce live-là, ça fait déjà beaucoup. Du coup, la partie Call API, ce que je vous propose, c'est de l'avoir lors du prochain cours, où on viendra détailler justement ben voilà, comment on fait un Call API, comment on fait du parsing XML, etc. Mais là, si je dois vous le montrer maintenant, je suis parti pour au moins 3 quarts d'heure, voire 1 heure de plus. Je pense que c'est pas mal de faire une pause là maintenant, on prend une pause d'1 quart d'heure, on souffle, et puis après ben, on se retrouve sur Discord et on échange et on pratique tous ensemble. Voilà, je pense que ça vous va. Du coup, ben, donc si on résume un peu ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, on a revu certaines bases syntaxiques de Kotlin, notamment tout ce qui est gestion des boucles. Je vous ai pas montré les switches, mais honnêtement, on les a déjà fait ensemble. Éventuellement, on réabordera ça plus tard. Les mots-clés de base, les opérateurs de base. On a refait un passage sur les fragments et leur solution, enfin les fragments et leur utilisation. On a vu un peu plus comment fonctionnait le mécanisme de gestion des permissions, et on a vu les éléments de base relatifs à la configuration et à la gestion des fichiers Gradle. Ok. Du coup, bah merci à tous d'avoir suivi, merci à tous d'avoir tenu le coup jusqu'au bout. On souffle 1 quart d'heure et on se retrouve sur Discord. Voilà, à tout à l'heure.